Evening News. La France compte poursuivre son combat contre le terrorisme au Sahel. Paris et ses partenaires de la force Takuba se sont donnés jusqu'à la mi-février pour envisager l'avenir de cette force européenne au Mali. Olivier Dubois, 300 jours de captivité, Le Monde toujours sans nouvelles du journaliste. Nous reviendrons sur sa disparition avec Ibrahima Guindo. Au Vatican, un homme qui demande de prier pour lui perturbe l'audience du pape. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Face à la tension diplomatique avec les autorités de la transition du Mali, Paris et ses partenaires de la force Takuba se sont donnés jusqu'à la mi-février pour envisager l'avenir de cette force européenne au Mali. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a souhaité ce mardi 1er février 2022 que la France continue la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel avec les autres pays de la région. Plus de détails avec El Hadji Malik Guitei. Face à la brouille diplomatique entre Paris et Bamako, la France et ses partenaires européens sont en pleine réflexion en vue de réajuster peut-être le dispositif militaire de la force Takuba. Paris et les partenaires européens autour des forces spéciales Takuba se sont donné 2 semaines, soit jusqu'à la mi-février, pour envisager l'avenir de cette force au Mali. Ce mardi 1er février 2022, à l'Assemblée nationale française devant les députés, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, a affirmé que la lutte contre le terrorisme au Sahel se poursuivra sans donner plus de détails. Le combat contre le terrorisme, monsieur le député Lassalle, se poursuivra et se poursuivra au Sahel. Il se poursuivra aussi avec l'accord des autres pays de la région et il se poursuivra aussi en soutien des pays du Golfe de Guinée qui aujourd'hui voient la porosité des groupes, des frontières permettent aux groupes terroristes de pénétrer dans le nord de ces territoires. Les relations bilatérales entre le Mali et la France ne cessent de se détériorer depuis le retrait du contingent danois de la force Takuba et le renvoi de l'ambassadeur de la France au Mali. Cette nouvelle situation risque de remettre en cause l'avenir de la force Takuba au Sahel et déjà la Norvège a annoncé mardi qu'elle renonçait à envoyer un petit contingent militaire qui devait intégrer la force européenne anti-djihadiste faute d'accord avec les autorités maliennes. La France, solidement implantée au nord du Mali, avec des bases militaires à Gao, Gossi et Menaka, aura beaucoup de difficultés à quitter le pays. En outre, la relocalisation de Takuba promet d'être un véritable casse-tête. Le Niger, voisin du Mali, a déjà fait savoir qu'il n'accueillerait pas cette force européenne. Quant au Burkina Faso, confronté aussi au même problème d'insécurité, le pays vient de connaître un coup d'État qui risquerait de compromettre l'avancée de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les tensions sont au maximum entre Bamako et Paris, qui comptent plus de 4000 militaires au Sahel, dont plus de la moitié sont au Mali. Suite au renvoi de l'ambassadeur de la France au Mali, Joël Meyer, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, était devant les députés français ce mardi 1er février 2022. Le diplomate français a eu des échanges tendus, souvent virulents, avec les élus français sur la question de la présence militaire de la France au Sahel. Suivant quelques parties de ces échanges à l'Assemblée nationale française. Depuis plusieurs années, partout, notre pays se comporte de manière arrogante et belliqueuse. Pas un conflit sur notre planète sans des armes made in France pour l'attiser et le rendre plus meurtrier. Du Yémen à l'Éthiopie, de la Birmanie au Sahel, du Haut-Karabakh à la Libye, notre pays arme très fréquemment le bras de la mort. C'est la signature française de ce début de siècle. Quel malheur! Que dire de la violence de nombreuses dictatures que nous soutenons avec armes, logistique, renseignements et personnel humain contre la liberté des peuples, contre la dignité des femmes et des hommes de ces ailleurs maltraités. Vous êtes d'accord, vous, monsieur Lecoq, avec 7 ans de junte sans consultation démocratique? C'est ce qu'il demande. Et enfin, j'observe aussi que l'Union africaine, dans son ensemble, a validé les choix des pays de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Bref, le Mali, c'est une question propre au Mali. Et je dirais que l'isolement du Mali est tel aujourd'hui qu'il n'a que seul partenaire, les mercenaires de Wagner. C'est tout ce qu'il trouve. Le seul partenaire aujourd'hui du Mali, c'est Wagner. Tous les autres veulent que le Mali retrouve la démocratie et le combat contre le terrorisme. Le combat
contre le terrorisme, monsieur le député Lassalle, se poursuivra et se poursuivra au Sahel. Il se poursuivra aussi avec l'accord des autres pays de la région. Donc notre volonté est intacte et ce n'est pas un événement dû à l'irresponsabilité, je réitère mes mots, dû à l'illégitimité d'un gouvernement de coup d'État qui va nous faire enrayer notre lutte contre le terrorisme. Victime de son engagement à donner la parole à tous les groupes sociaux, le journaliste français vivant au Mali, Olivier Dubois, enlevé au Sahel en avril 2021, a atteint 300 jours de captivité au Sahel ce mercredi 2 février 2022. Ibrahima Guindo revient sur les conditions de sa disparition. Je m'appelle Olivier Dubois, je suis français. Je suis journaliste. J'ai été kidnappé à Gao le 8 avril 2021. Cette vidéo d'Olivier Dubois, journaliste français installé au Mali, a été postée sur les réseaux sociaux le 5 mai 2021 et est la seule dans laquelle il donne de ses nouvelles. Dans la foulée de la publication de cette vidéo, le gouvernement français, par la voix de son porte-parole, confirme la disparition du journaliste. Assimi Goïta, président de la transition, avait lui déclaré que l'État malien allait tout mettre en œuvre pour libérer le journaliste, puis silence radio. De sa disparition le 8 avril 2021 à aujourd'hui, 2 février 2022, cela fait 300 jours de captivité. Ni Paris, ni Bamako n'ont réagi à l'appel à l'action entreprise par la famille, les amis, les journalistes et la campagne d'Olivier pour obtenir sa libération ou ses nouvelles. Pour rappel, Olivier Dubois, journaliste freelance, correspondant de plusieurs journaux français, a été enlevé à Gao, dans le nord du Mali, alors qu'il voulait interviewer un chef intermédiaire du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, affilié à Al-Qaïda. Olivier Dubois est en ce jour le dernier otage français à l'étranger. Search for Common Ground a tenu ce mercredi 2 février 2022 à Bamako un atelier de restitution. Il a porté sur les résultats de Confliscan, l'enquête de production des policy briefs du projet Mon École, Mon Futur, compte rendu Sokona Diakité et Adama Sanogo. Le secteur de l'éducation est l'un de ceux qui souffrent beaucoup depuis plusieurs années au Mali. Pour cause la crise multiforme avec son corollaire d'attaques terroristes, d'insécurité, ou encore la pandémie du Covid-19 dont souffre le pays. Selon des sources, plus de 1600 écoles sont fermées depuis décembre 2021, plus de 10 000 enseignants et plus de 500 000 enfants sont affectés par cette crise. À travers cet atelier de restitution des résultats de Confliscan, l'enquête de production des policy briefs du projet Mon École, Mon Futur, Search for Common Ground vise plusieurs objectifs dans les zones ciblées. Le premier consiste donc à mener une recherche rigoureuse et innovante pour éclairer les décisions sur la conception de programmes visant à accroître l'accès à l'éducation dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou, qui sont les plus touchées par le conflit au Mali. Le deuxième objectif est de renforcer les capacités du secteur éducatif en matière de réduction des risques de conflits et de catastrophes afin de prévenir et atténuer les risques dans les zones ciblées. Présente auprès de la structure comme partenaire financier, il s'agit pour l'UNICEF de faire avancer la cause des enfants. Nous sommes ici aussi pour faire avancer la cause des enfants. Et à travers donc, le travail qui a été fait par Search for Common Ground, nous souhaitons contribuer à une meilleure compréhension des dynamiques qui se jouent autour de l'accès à l'éducation. Les autorités maliennes, à travers le ministère de l'Éducation nationale, ont manifesté leur soulagement quant à l'apport du projet pour pallier à ces maux qui minent l'école malienne. Les 81 écoles ciblées ont bénéficié des plans de réponse. Des plans de réponse face aux risques de conflits et de catastrophes, ce qui est une avancée énorme, mettant ainsi les enfants à l'abri des dangers pouvant ainsi menacer leur quiétude et celui des enseignants. En effet, suite aux différentes activités réalisées par le projet Mon École, Mon Futur, plusieurs résultats sont atteints.
Il s'agit entre autres de la réalisation d'une analyse de conflit scan, la réalisation d'une enquête ménage score pour accélérer les progrès en matière d'accès à l'éducation des enfants non scolarisés et déscolarisés, le renforcement des capacités de 290 agents du secteur de l'éducation sur la réduction des risques de conflits et de catastrophes dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou, au dire de Tahirou Donda, directeur pays de Search for Common Ground. Au Mali, les jeux de hasard prennent de plus en plus de l'ampleur, notamment en milieu juvénile avec l'essor de Paris Foot. Paris Foot est un jeu d'argent sur la prédiction d'un événement lors d'une rencontre sportive. Il existe de nombreux types de paris, dont les plus simples consistent à parier sur la victoire d'une équipe précise. Paris Foot, l'essor d'un jeu de hasard, c'est un reportage de Cheikhoumar Mariko. Il suffit d'un clic et le tour est joué. Ce jeu de hasard qui prend son essor en milieu jeune s'appelle Paris Foot ou Paris Sport. Et ces derniers temps, il connaît une ascension fulgurante. Au grain, des potes sont venus avec le jeu et ils m'ont expliqué le processus. Au premier essai, on a gagné et c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Dans un premier temps, disponible uniquement que dans les agences répandues un peu partout dans la ville, la société Premier Bet qui domine ces marchés à Bamako s'est ensuite adaptée au numérique. Avant que ça ne soit en ligne, on partait jouer en direct tout comme les PlayStation. Prisé en majorité par les jeunes, ce jeu de hasard est considéré par ces amateurs comme une sorte de possibilité de profiter de la passion du sport pour gagner de l'argent. Sous les hangars au Mali Telda, ce boutiquier est considéré comme le roi de ces jeux. Premier pari, j'ai misé 1000 francs et j'ai gagné 120 000 francs. Au championnat espagnol, j'ai gagné 150 000 francs 3 fois de suite. À la phase éliminatoire de la CAN, j'ai gagné 165 000 francs CFA. Les paris en ligne suscitent beaucoup d'intérêt en cette période des compétitions africaines, au cours desquelles, cette année, il y a eu beaucoup de surprises. Bon, ça m'a marqué parce que le match a été match nul. Bon, nous, on a perdu nos tickets. Parce que non, moi, j'ai dit que la Côte d'Ivoire allait gagner 1. Donc, la Côte d'Ivoire, en coup de match, si tu ne gagnes pas, les tirs au but ne sont pas dedans. C'est la CAN qui nous a beaucoup surpris. La surprise venait toujours du côté des favoris. Surtout le match entre le Mali et la Guinée équatoriale. Tout le monde a parié pour le Mali et malheureusement, on a perdu. Sa particularité est son côté de tentation. Et cela s'explique par ce qu'ils appellent cash-out dans les jargons. Le cash-out est une option du jeu qui permet aux parieurs de retirer une partie de leur mise en jeu avant la fin d'un pari sportif. Ainsi, en cas de mauvais scénario, les pertes peuvent être limitées et les gains potentiels assurés. Une fois raté, ça peut être un choc pour les parieurs et cela pour un bon moment. Une fois sur son ticket, il devait gagner 2 500 000 francs CFA. Avant la fin du match, on lui a proposé 750 000 francs et il l'a décliné. Mais à la fin, son équipe a fait un match nul. Il a ainsi perdu et les 2 millions et les 750 000 francs CFA. Ainsi donc, c'est un jeu qui permet de monnayer son plaisir. Comme tout jeu de hasard, selon les experts, le pari foot doit être utilisé avec modération, car c'est un jeu qui peut être addictif. L'image du jour est consacrée à Ségou, dite la cité des Balanzons. Ségou est une ville et une commune située à 240 km de Bamako. C'est également le chef-lieu du cercle de Ségou et de la 4e région administrative du Mali qui porte son nom. La ville de Ségou est surnommée la cité des Balanzons, nom d'un arbre poussant en abondance dans et autour de la ville. Elle est située sur la rive du fleuve Niger. Les premiers habitants sont des Bozo, une ethnie pratiquant la pêche. Sont ensuite arrivés des Soninké, des Malinké, puis les Bambara au XVIe siècle. C'est à Ségou-Koro, sur la rive du Niger, à 11 km à l'ouest du centre-ville actuel de Ségou, que Biton Koulibaly fonde au XVIIIe siècle le royaume Bambara de Ségou. C'est à Ségou-Koro que l'on trouve les tombeaux de la dynastie fondée par Biton Mamari Koulibaly, sa propre tombe et la mosquée soudanaise de Bassounou Sako dédiée à sa mère. Entre 1858 et 1861, El Hadji
Eladjou Martal s'attaque au royaume bambara de Karta et de Ségou, bataille de Ngano. Le 10 mars 1861, il conquiert Ségou qu'il confie un an plus tard à son fils Amadou pour partir à la conquête d'Amdalaï, capitale de l'Empire Peul du Massina, qui tombera le 16 mars 1862 après 3 batailles faisant plus de 70 000 morts. Le commandant Louis Archinard de l'armée coloniale française entre à Ségou le 6 avril 1890 et s'allie au Bambara. Le 13 mars 1893, Ségou devient chef-lieu d'un cercle administratif colonial qui regroupait les territoires des cercles actuels de Djoïla, Baraouli, Bla, Ségou, Massina, San, Koutchala, Tomignan et une partie du cercle de Koulikoro. La commune mixte de Ségou est instituée en 1953. Ségou devient une commune de plein exercice par la loi française du 18 novembre 1955. Elle est alors dirigée par un conseil municipal élu par un collège unique dirigé par un maire élu en son sein. L'actualité internationale avec Aïssata Traoré. Dans le vieux Mans, la jument Doupette de Loutier, équipée d'une remorque, effectue la collecte des déchets recyclables tous les mardis depuis 1 mois. Une initiative qui incite les gens à trier davantage, selon la meneuse de la Percheronne, Christine Salé. Il y a beaucoup plus de déchets maintenant, les gens ont pris l'habitude, la plupart des gens des foyers sont allés chercher leur sac jaune en mairie et le tri se fait de plus en plus. Et je pense que le fait que ce soit un cheval qui ramasse aussi, ça incite les gens à trier davantage. Ouais, je pense sincèrement. C'est même prouvé d'ailleurs. Selon un habitant, le retour d'expérience des 3 démontre que le cheval permet de sensibiliser les usagers à l'amélioration du cadre de vie par une évolution des attitudes à l'égard de la propriété et de l'environnement. C'est prouvé que quand c'est le cheval qui fait le ramassage, les gens sont plus vigilants, plus attentifs en se disant que c'est la jument, ils connaissent le prénom du cheval. Enfin, voilà, donc même les enfants participent davantage, on va dire. Voilà. Le cheval, c'est un outil, mais c'est avant tout un lien social. Cette technique de ramassage de déchets fait suite à une décision des élus de Mans Métropole réunis en conseil communautaire le jeudi 28 janvier dernier. Ils ont ainsi voté l'instauration d'une collecte des déchets recyclables en porte-à-porte pour les habitants de la vieille ville. On a fait en sorte de choisir du matériel qui soit complètement dans ses capacités. Et la remorque est assez grande et on va dire les sacs jaunes sont volumineux, donc ça paraît imposant, mais en fait c'est pas lourd, c'est beaucoup de volume mais peu de poids. Donc c'est complètement dans ses capacités. Ouais. Ah, ils sont enchantés. Il y a un rapport, comme je le disais, et on le retrouve tout de suite. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin, mais les gens ouvrent les fenêtres pour dire bonjour à Doupette. Enfin, il y a un rapport qui s'est instauré. Et puis ça fait du bien de revenir un peu aux anciennes méthodes et à revoir des choses naturelles, tout simplement. Cette collecte hippomobile de déchets recyclables est de toute évidence bien accueillie par les habitants qui la trouvent plus pratique. Écoutez, ça fait plaisir. Thomas adore. On attend chaque semaine avec impatience de voir passer le cheval. Et puis voilà. Et puis pour les déchets, ça fait du bien aussi parce qu'avant on devait les emmener en voiture. C'était toujours un peu compliqué. Donc c'est vachement pratique. Ça c'est bien agréable parce que bon, on reste dans la cité médiévale. Donc on pouvait pas mieux. Je pense que cette idée est excellente parce que ça correspond parfaitement aussi au caractère de la cité, quoi, en fait. Au Vatican, un homme a perturbé ce mercredi 2 février l'audience générale hebdomadaire du pape en hurlant des propos contre l'Église et le souverain pontife qui a demandé de prier pour lui. L'homme a ensuite été interpellé sans résistance par la gendarmerie vaticane et un garde suisse. L'homme, âgé d'une 40aine d'années, qui se tenait au fond de la salle, s'est aussi exprimé en espagnol et en italien et semblait tenir des propos au sujet du port du masque en implorant le pape. Nous avons entendu, il y a quelques minutes, une personne qui hurlait, qui réprimandait, qui avait un problème. Je ne sais pas si c'était physique, psychique ou psychologique, mais c'était un de nos frères qui avait des problèmes. Je voudrais terminer en priant pour lui, notre frère qui souffre, les pauvres. Nous ne devons pas être sourds aux besoins de ses frères. Au cours de cette audience générale, le pape François a également évoqué les violences en Birmanie et appelé la communauté internationale à œuvrer pour une attente entre les parties en conflit. Depuis 1 an,
Nous assistons avec tristesse à la violence qui ensanglante la Birmanie. Je me fais l'écho de l'appel des évêques birmans pour que la communauté internationale œuvre à la réconciliation entre les parties concernées. Nous ne pouvons détourner les regards de la souffrance de tant de frères et sœurs. Demandons à Dieu, dans la prière, la consolation pour cette population martyrisée. À lui, nous confions les efforts de paix. A lui affidiamo gli sforzi di pace. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a averti mardi lors d'une conférence de presse qu'il est trop tôt pour que les pays crient victoire face au Covid-19 ou abandonnent leur tentative d'enrayer la transmission du virus. Since Omicron was first identified, depuis que le variant Omicron a été identifié pour la première fois il y a tout juste 10 semaines, près de 90 millions de cas ont été signalés à l'OMS. Nous commençons maintenant à voir une augmentation très préoccupante de décès dans la plupart des régions du monde. Cette alerte à la prudence du docteur Tedros intervient alors que certains pays envisagent le retour à la vie d'avant, notamment le Danemark qui a déjà franchi le pas. Nous sommes préoccupés par le fait qu'une idée s'est imposée dans certains pays selon laquelle, en raison des vaccins et de la transmissibilité élevée de la faible gravité d'Omicron, la prévention de la transmission n'est plus possible et n'est plus nécessaire. Rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Plus de transmission signifie plus de décès. More transmission means more deaths. Maria Van Kerkhove, en charge de la gestion de la pandémie de Covid-19 à l'OMS, a également appelé à la prudence contre un rapide relâchement des mesures. Car ce virus est très dynamique, souligne-t-elle, et ce n'est donc pas le moment de tout relâcher d'un coup. De nombreux pays n'ont pas encore atteint le pic d'Omicron. De nombreux pays ont de faibles niveaux de couverture vaccinale avec des individus très vulnérables au sein de leur population. Et ce n'est donc pas le moment de tout lever d'un coup. Nous avons toujours appelé à la prudence dans l'application des restrictions ainsi que dans la levée de ces restrictions, qui doit se faire de manière régulière et lente, étape par étape, car ce virus est assez dynamique et nous ne devons pas encore en tirer des enseignements. Même si nous en savons beaucoup sur lui, nous ne savons pas encore tout. L'une des activités phares de la 18e édition de Ségou Arts Festival sur le Niger, le Forum Maya Africa s'est ouvert ce mercredi 2 février 2022 au Centre culturel Corée de Ségou pour 3 jours. Le Forum Maya Africa se veut un espace panafricain d'échange et de partage d'expériences entre des entrepreneurs tout en s'inspirant des valeurs anciennes africaines. C'est un reportage signé Youssouf Koné et Bakoroba Nyare depuis la cité des Balanzons. Un cadre de rencontre d'échange entre les entrepreneurs africains afin de partager leurs expériences tout en s'inspirant des valeurs anciennes africaines. Telle est l'idée du concept du Forum Maya Africa. Le forum entend booster les secteurs entrepreneurial malien et africain autour des valeurs culturelles du continent. Vous savez, depuis quelque temps, nous avons initié un concept à Ségou qui s'appelle l'entrepreneuriat Maya. Et donc, c'était un modèle entrepreneurial innovant qui s'inspire des valeurs sociétales du Mali qu'on appelle Maya, et qui régit un peu le cadre de vie entre l'individu et la communauté. Donc ceci a été une expérience positive que nous souhaitons partager avec le reste du continent. Et donc nous avons invité des entrepreneurs à succès de Cape Town à Kigali qui sont venus aujourd'hui pour présenter leur modèle entrepreneurial, leur success story et pour inspirer la jeunesse du Mali et de l'Afrique de l'Ouest. Les panélistes, pour la plupart des entrepreneurs confirmés, apprécient cette démarche du concept Maya. Certains d'entre eux le considèrent comme un concept innovant qui permettra de créer l'Afrique de demain. Nous, parmi les choses qu'on fait, c'est créer les ponts entre pays, entre entrepreneuriat, entre entrepreneurs, entre écosystèmes. Et à partir de ce festival, et ça a déjà commencé même, ça va me permettre à créer ces ponts et à agrandir notre réseau et collaboration. J'étais super contente de pouvoir collaborer avec tous ces jeunes entrepreneurs d'un peu partout en Afrique. Qui sont là avec des idées innovantes, qui sont là pour enrichir tout ce qui se fait déjà à Ségou et qui est hyper riche et hyper innovant. Pour moi, nous sommes en train de créer l'Afrique de demain. Alors je pense que c'est une très très belle initiative
pour plusieurs raisons. Première raison, c'est un concept qui s'inspire de notre culture, de nos valeurs. Deuxième chose, c'est un concept qui est partagé avec plusieurs personnes de plusieurs pays, donc qu'on partage, comme on a dit, il y a des entrepreneurs mayas en Mauritanie, au Burkina, donc dans toute la sous-région et même au-delà. Promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes en s'appuyant sur des valeurs culturelles et du maya est, selon le maire de Ségou, un concept qu'il fallait créer s'il n'existait pas. Cette initiative est la bienvenue. Si elle n'était pas organisée, il fallait l'organiser parce que Maya Africa, une initiative pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, pour qui sait qu'aujourd'hui en Afrique, notre avenir repose sur la jeunesse et que la culture est un fondement qui promeut aujourd'hui le développement, qui soutient le développement durable. Alors cette thématique méritait vraiment d'être inscrite à l'ordre du jour de la 18e édition de Ségou Art Festival sur le Niger. La principale attente au sortir de ces 3 jours de forum, selon les initiateurs, est d'inciter les jeunes entrepreneurs à plus d'action dans leurs projets grâce au partage d'expériences des panélistes. Et c'est tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la réalisation ainsi qu'à celle de la rédaction. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.